Il y a quelques mois, on était plein dans un confinement et j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur un thème qui me tenait à cœur, celui de la blockchain en santé. Après tout, ça faisait 5-6 ans que je travaillais sur ce sujet. C'était mon expertise, puis d'ailleurs ça l'est toujours. Et je me suis dit que c'était le moment de mettre par écrit toutes les connaissances que j'avais pu accumuler ces dernières années. Alors ma démarche, la première, ça a été d'aller interviewer d'autres experts pour faire un état des lieux. Sauf que là, rien ne s'est passé comme prévu. Si les experts que je voulais interviewer se sont tous prêtés au jeu, dès que je leur ai annoncé le sujet du livre, j'ai vu leur visage un petit peu se décomposer. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous dites à un enfant que vous allez offrir un super cadeau à la fin de l'année scolaire et qu'il ouvre le paquet et qu'il découvre un passeport vacances. C'est ce genre de réaction que j'ai eue. Donc à ce moment-là, je me suis remise en question. Visiblement, le sujet de la blockchain en santé n'intéressait pas. J'ai donc tiré 3 enseignements de mes échanges avec ces experts. Le premier, c'est que si même des experts de la blockchain en santé n'étaient pas intéressés par la blockchain en santé, c'est que globalement, tous les autres s'en moquaient aussi. Le deuxième enseignement, c'est que ces experts ne voulaient certes pas me parler de la blockchain en santé, mais ils voulaient me parler d'un usage spécifique de cette technologie, la réappropriation des données par les patients eux-mêmes. J'ai donc compris que l'usage avait à ce moment-là dépassé la technologie et que ce n'était donc pas un livre sur la blockchain qu'il fallait que j'écrive, mais un livre sur ses usages. Et le troisième enseignement, eh bien, c'est tout simplement le thème précis de mon livre. J'ai suivi un petit peu les indications que l'on m'a faites et je suis partie sur la réappropriation des données par les patients. C'est donc là-dessus que j'ai commencé mon enquête. Et comme je commençais à prendre goût à ces pratiques de journaliste, j'ai recommencé à interviewer des personnes, cette fois-ci sur le sujet des données, et plus particulièrement des patients, parce que c'était leur avis qui m'intéressait. Alors, de prime abord, je me suis dit, je vais commencer à comprendre la réglementation des données de santé. Je vais commencer à comprendre les technologies derrière les données de santé. Je vais même réussir à comprendre les méthodologies pour impliquer les patients dans les données de santé. Sauf que là encore, rien ne s'est passé comme prévu. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que les données de santé, c'est avant tout des hommes et des femmes, c'est des citoyens, des patients, et c'est leurs histoires que j'ai découvertes en écrivant ce livre. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est l'histoire de Kate Sheridan. Kate, c'était une jeune fille qui a aujourd'hui à peu près mon âge et qui, à l'époque, a attrapé la maladie de Lyme à l'issue d'un camp d'été. C'était une jeune fille dynamique, pétillante, rayonnante, qui faisait beaucoup de sport. Et en l'espace de quelques mois, elle n'était plus capable de parler. Elle n'était plus capable de se lever de son lit. Donc elle est passée de médecin en médecin, d'hôpital en hôpital, à la recherche d'une solution. Et au fur et à mesure de ses visites, c'est aussi son espoir qui partait un petit peu en fumée. Elle était de moins en moins communicative, elle n'avait plus envie de reparler de tout son dossier médical à chaque fois qu'elle voyait un médecin. Elle faisait des résumés, elle faisait des raccourcis. Et donc finalement, face à ce manque de données de la part des médecins, finalement c'est sa prise en charge qui en a pâti. Sa maman, par contre, qui était data scientist dans l'aérospatiale, a décidé qu'il était temps de mettre à profit ses compétences pour sauver sa fille. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir chaque médecin, chaque hôpital, pour récupérer les dossiers de sa fille et tout mettre dans un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, il y avait tous les médicaments qu'elle a pris, tous les bilans sanguins qu'elle a fait, toutes les imageries qu'elle a faites. Et avec ce fichier Excel, elles ont recommencé à avoir de nouveaux médecins. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'elles ont réussi à récupérer, à agréger et à rendre simple des informations médicales qui étaient réparties un peu partout aux États-Unis. Elles ont réussi à améliorer la prise en charge de Kate. Et aujourd'hui, Kate va très très bien grâce aux efforts de sa maman. Alors cet exemple m'a fait comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiel que les patients puissent se réapproprier, peut-être pas tout, mais en tout cas une partie de leurs données de santé. Alors, les données de santé, justement, on les voit aujourd'hui un petit peu comme un cycle.
Vous savez, on part du patient, c'est l'élément central. C'est grâce au patient et au fait qu'il partage ou non ces données, en toute connaissance de cause ou non ces données, que le cycle va se déclencher. Et à partir de ce point central, on va avoir différents acteurs qui vont intervenir dans ce cycle de la donnée, qui vont modifier les données, qui vont exploiter ces données, qui vont les nettoyer, qui vont faire plein de choses autour de ces données, qui vont in fine les utiliser à différentes finalités pour, à la fin, servir le patient. Et on revient au début du cycle. Ce cycle des données est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre que si l'élément central qui est le patient, l'élément déclencheur plutôt qui est le patient, n'est pas informé de comment on va utiliser ces données, n'est pas partie prenante, finalement c'est tout le cycle qui en pâtit et finalement ça se répercute encore une fois sur le patient. Et donc on est allé investiguer ce que pensent les patients de leurs données, puisque souvent dans la santé, on a un petit peu pris cette habitude, il faut se l'avouer, de parler au nom du patient mais sans vraiment aller lui demander son avis. Donc on a mené une enquête pour savoir que pensent réellement les patients de leurs données de santé et est-ce qu'ils sont prêts à les partager avec les autres pour pouvoir aussi bénéficier de ce cercle qui se veut vertueux. On a découvert, au travers d'un baromètre européen, que globalement, 60% des citoyens européens sont ouverts au partage de leurs données de manière générale, si ça aide les autres. Et plus spécifiquement, ils sont 43% à être d'accord pour partager leurs données de santé dans le cadre de la recherche médicale. Il y a cependant 2 conditions au partage de ces données. Savoir qui utilise les données et savoir comment sont utilisées ces données. Et pourquoi il y a autant de patients qui sont d'accord pour partager leurs données de santé dans le cadre de la recherche médicale? C'est parce que c'est relativement transparent. On sait avec qui on partage globalement et on sait à quoi ça va servir. Mais ce n'est pas forcément le cas dans plein d'autres domaines qui touchent à la santé et pour lesquels il y a quand même certaines réticences. Alors certes, les patients sont globalement ouverts au partage de leurs données, mais ils sont aussi très conscients des risques auxquels ils s'exposent. Peut-être un peu trop conscients des risques auxquels ils s'exposent. Vous le savez, aujourd'hui, on entend parler toute la journée d'hôpitaux qui se font hacker, de données qui sont volées. Il y a certains patients qui ont peur que ces données tombent entre ce qu'ils appellent de mauvaises mains. C'est-à-dire, on entend souvent que des assurances puissent récupérer ces données, que ces données soient utilisées, comme ça a été le cas en Finlande, pour faire du chantage sur la base de données issues de consultations de psychothérapie. Il y a énormément de craintes par rapport à ça. Et ces craintes, cette angoisse et cette peur, même dans certains pays, mènent à une réaction qui est somme toute assez naturelle, celle de vouloir garder le contrôle sur ces données. Celle de vouloir, on a entendu ce terme, devenir propriétaire de ces données. Et on a été confronté à cette notion dans beaucoup d'interviews qu'on a menées avec les patients. Certains nous disaient, mais voyons, ce sont les patients qui sont propriétaires de leurs données. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement être propriétaire de ces données? Être propriétaire de ces données, ça donne des droits. C'est génial, ça permet d'avoir, vous savez, une sorte de coffre-fort de données, et en tant que patient, d'être complètement souverain sur ces données, d'avoir la possibilité de les partager, de décider avec qui on les partage, dans quel contexte on les partage, d'avoir une maîtrise complète de ce cycle. Sauf que être propriétaire de ces données, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités, à mon sens, ne sont pas seulement des responsabilités, c'est un véritable fardeau. Et donc, ce que l'on essaye de défendre dans le livre, c'est le fait que non, on ne pense pas que les patients doivent être propriétaires de leurs données. Pour beaucoup de raisons, mais je vais vous en donner 3. La première chose, c'est que si les patients sont propriétaires de leurs données, comme je viens de le décrire, c'est-à-dire sous forme de coffre-fort de données avec un contrôle complet sur ces données-là, ça va poser un problème pour l'intégralité du système de santé. Pourquoi? Parce que si le patient, qui peut-être est mal informé ou qui ne dispose pas de toutes les informations, décide de ne plus partager ces données, eh bien ça va créer un goulot d'étranglement au tout début de ce cycle des données que je vous décrivais. Et finalement, beaucoup d'acteurs vont en pâtir, mais c'est aussi le patient, à la fin, qui va devoir payer les conséquences de ce manque de partage de données. Le deuxième élément,
c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, les patients exercent relativement peu, d'ailleurs je devrais dire plutôt les citoyens de manière générale, exercent relativement peu le contrôle dont ils disposent déjà sur leurs données. Combien d'entre vous ici sont allés sur un site internet et ont cliqué « Accepter les cookies » sans même lire ce qu'on leur demande? Juste levez la main ceux qui font ça. Je pense que si on vous demandait toute la journée de dire si oui ou non vous voulez partager vos données de santé avec tel ou tel acteur, non seulement vous passerez toute la journée et toutes vos nuits à ne faire que ça, mais en plus ce serait complètement irraisonnable de faire peser ce fardeau sur des patients. Et enfin, le dernier élément, c'est que si on donne aux patients toute cette responsabilité, c'est une vraie question éthique qui se pose, dans le sens où si on donne cette responsabilité, on doit également être en mesure d'accompagner, d'informer, éduquer les patients pour faire bon usage de ce nouveau pouvoir qu'on leur donne. Ce sont tout autant de raisons qui me font dire aujourd'hui que donner à un patient un contrôle total de ses données de santé, c'est une très mauvaise idée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On avance deux idées dans le livre. La première idée, c'est celle d'une gouvernance partagée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui souhaitent avoir une sorte de propriété sur les données, ou en tout cas un contrôle sur les données. Il y a évidemment le patient. Je ne suis plus habituée à faire de conférences, vous m'excuserez. Il y a évidemment le patient qui souhaite avoir plus de contrôle, mais il y a aussi le médecin, par exemple, qui récolte ces données et qui les interprète. Il y a de nombreuses sociétés aussi qui les exploitent pour faire de la donnée brute une source d'insight. Il y a des chercheurs qui s'en servent dans leur travail quotidien. Chacun veut une sorte de part du gâteau. Et donc l'idée, c'est de se dire, puisque tout le monde intervient dans ce cycle de la donnée, mettons en place une gouvernance partagée de la donnée. Donnons voix au chapitre à chacun de ces acteurs. Ou plutôt, devrais-je dire, donnons voix au chapitre aux patients, parce que la plupart du temps, les autres acteurs sont quand même assez présents. Et donc, comment cela se traduit? Pour les patients qui sont actifs et qui sont formés sur ces sujets de santé, de données de santé, c'est par exemple une place dans les comités de validation de projets ou auprès de différentes institutions de contrôle. Pour les patients qui, eux, sont juste des patients que l'on croise dans la pratique quotidienne, ça peut être plus d'informations, plus de transparence sur la façon dont les données sont utilisées et beaucoup plus de pédagogie aussi pour renouer ce lien de confiance. Et d'ailleurs, en parlant de confiance, un deuxième élément qui nous a semblé important, au-delà de la gouvernance partagée, c'est la notion de licence citoyenne. Cette notion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous utilisez des données de santé, vous allez respecter un cadre qui est, somme toute, assez contraignant, un cadre réglementaire notamment. Mais même si vous cochez toutes les cases et que vous êtes complètement clean surtout, que vous faites tout dans les règles de l'art, si vous n'avez pas la licence citoyenne, c'est-à-dire cette confiance que va vous donner le citoyen pour exploiter des données, vous ne pourrez pas aller très loin. Il y a énormément d'exemples dans lesquels des entreprises ont tout mis en œuvre pour assurer la protection des données, l'information du citoyen, et pourtant, ce lien de confiance ne s'est pas développé. On l'a vu récemment, lorsque les patients ont par exemple appris que les pharmaciens vendaient leurs données de santé. C'est comme si je vous disais que les hôpitaux avaient déjà hypothéqué vos reins. Bon, ça fait quand même peur au début. Et même s'il y a de bonnes raisons à cela et qu'il y a un système derrière qui protège, le fait que les patients n'aient pas eu cette relation de confiance, qui n'aient pas été informés, a créé un sentiment d'angoisse, de crainte et de rejet vis-à-vis de cette application. Et aujourd'hui, ce sont deux pistes de réflexion qui sont intéressantes, mais ce qu'il est aussi intéressant de noter, c'est qu'on dispose de technologies qui vont permettre de venir appuyer ces utilisations. Et oui, la blockchain. Il fallait bien que je la place quelque part. Cette technologie, non seulement permet de créer des cadres de confiance, cette gouvernance partagée, mais cette technologie permet aussi d'apporter plus de transparence dans l'utilisation des données de santé et renouer un petit peu avec la confiance citoyenne. Mais ce n'est pas la seule. Vous avez aujourd'hui toute une panoplie de technologies qu'on appelle les Privacy Preserving Technologies. Ce sont des technologies qui vont protéger la vie privée des patients et qui vont servir, là encore, à renouer cette relation de confiance. Donc finalement, on pourrait se dire, bon, c'est très bien.
On a la technologie qui va renouer la confiance. Les patients semblent prêts à faire un pas. Qu'est-ce qui manque ? Mais en fait, finalement, c'est comme d'habitude un peu d'humain qui manque. Parce que quand on regarde ce qui permet de nouer une relation de confiance, on se rend compte que c'est ni la réglementation, ni la blockchain autant que je le voudrais, ni aucune autre technologie. Ce qui permet de lier une relation de confiance, c'est l'impression qu'on défend les mêmes intérêts. C'est l'impression que les personnes en face de nous sont transparentes, sont sincères. Et aussi dur que cela puisse paraître à entendre, c'est bien sûr l'aspect humain qu'il faudra travailler dans les prochaines années pour permettre aux patients de se réapproprier ces données de santé et pour permettre à tous les acteurs du secteur de la santé d'en bénéficier également. Merci beaucoup. Lina Otelitano, responsable patient digital chez Pierre Fabre. Juste pour le mot de la fin, il me manquait quelque chose, peut-être, c'est aussi de faire un retour aux patients sur à quoi a servi leurs données. Et je pense qu'ils sont très en attente de ça. Ils sont prêts à collaborer, et comme vous le disiez, à des fins de recherche notamment. Si on pense après à leur faire aussi un feedback sur à quoi a servi cette donnée, comment elle a fait avancer la recherche, et à un autre niveau, puisque la donnée ne sert pas qu'à ça, c'est aussi de leur faire comprendre, quand on donne sa donnée, à quoi ça sert en fait. Donc ça rentre certainement dans la partie éduquer le patient, parce que je pense qu'ils ne sont pas trop conscients de ce qui se passe avec leurs données en fait. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas forcément cette connaissance de ce qui se passe avec leurs données. C'est d'ailleurs pour ça que une des conditions, c'est de savoir qui fait quoi de mes données. Et effectivement, pour le retour aux patients, c'est assez intéressant parce qu'on a identifié plusieurs critères qui font que les patients vont pouvoir nouer cette relation de confiance. Alors, il y a des choses, comme je l'ai dit, un alignement d'intérêts, la transparence, mais il y a aussi cette notion d'obtenir quelque chose en retour. Et souvent, on interprète ça comme les patients veulent être payés pour partager leurs données. C'est pas du tout ça. Les patients partagent leurs données la plupart du temps quand ils savent que ça va servir à quelque chose, à un bien plus grand qu'eux. Et quand on leur fait un retour et qu'on leur dit effectivement vous avez partagé et voilà à quoi ça va servir, voilà comment vous avez aidé, ça n'a pas de prix. Donc bonjour, je suis Coriette de Smart Data Health, mais bref, là je parle à mon nom. En gros, je vis avec le kératocone au quotidien, qui est en fait une affection visuelle de longue durée. Et j'aurais bien aimé qu'on me parle de blockchain plus rapidement pour éviter de trimballer un long dossier papier à chaque médecin, à chaque fois. Et j'aime bien que vous parliez de ça, heureusement que j'ai assisté à cette conférence. Et donc ma question, c'était justement comme votre collègue de Pierre Fabre, qui n'est pas votre collègue, mais qui est aussi un peu dans les patients, l'a dit, est-ce qu'il y a déjà des applications qui sont en ligne dans le monde pour permettre justement aux patients de savoir ce que leurs données, à quoi leurs données servent. Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, une application pour dire vos données ont été collectées, ça a servi pour telle étude, un docteur a réussi à faire un diagnostic pour un autre patient avec. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça fait? Oui, ça existe déjà. Alors, ce n'est pas des applications, comme vous décrivez, qui vont regrouper un peu tout ce qu'on a fait. Souvent, c'est propre à ceux qui collectent et exploitent la donnée, qui vont avoir, par exemple, un portail patient qui vous dit, bah voilà, vous avez partagé vos données avec tel hôpital ou avec tel centre de recherche, et voilà ce qu'on en a fait. Ça existe déjà. Ça existe en France, ça existe beaucoup aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Oui. Je suis bien preneuse des noms. Je vous dirai.